Allez, respire bien. Donc j'ai eu cet accident qui m'a brûlé la voix. Du jour au lendemain, je ne pouvais plus chanter ni parler correctement. C'est assez dur parce que mes chanteurs sont dans la salle, mes médecins, mes parents. Là, c'est un moment qu'on a attendu pendant de longues années. Je suis désolée, c'est très dur pour moi. J'aime pas voir ces images. Je vois quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui essaie d'aider et de continuer sa vie alors que ça va pas du tout, quoi. Et Docteur Colombo et Docteur Perouse ont accepté de m'opérer. Docteur Jean Charmin, il m'a empêché de mal tourner en me donnant du travail, en me demandant de l'aider pour sa voix, et c'est comme ça qu'il m'a sauvée, voilà. Et puis Docteur Léger maintenant m'aide, il continue de me faire guérir et me permet de remonter sur scène de plus en plus, et de plus en plus longtemps et de mieux en mieux. Quand on dit je suis dans l'espoir de reprendre une carrière, aujourd'hui c'est la chose faite, c'est repris. Alors c'est pas à l'Opéra de Paris. C'est pas à l'Opéra de Paris, mais bon, c'est avec vous, c'est pas mal. Et puis c'est avec Freddie Mercury, donc c'est pas mal aussi. Donc je ne suis pas médecin, je suis un témoin, en fait, d'une expérience unique. Et cette expérience que j'ai vécue, elle m'a ouvert les yeux sur des choses fondamentales qui concernent le chant et l'être humain. Et ça a nourri mon expertise et m'a aidé à guérir des gens et peut-être m'a aidé à guérir moi-même. Est-ce que guérir serait retrouver ma voix d'antan, c'est-à-dire une voix lyrique coloratour aiguë qui chante la Reine de la Nuit? Je crois que quand je parle, vous entendez que ce n'est pas le cas. Est-ce que guérir serait de retrouver des cordes vocales de taille égale, légères et vibrantes? Ce n'est pas le cas. Est-ce que guérir serait d'être comme si je n'avais jamais eu cet accident? Non, ce n'est pas le cas. Si j'avais compris lors de mes études à quel point le chant était ma raison de vivre et mon moyen d'expression, ma spiritualité, l'expression de mon être qui vibre, j'ai compris après cet accident que après l'avoir perdu, ma voix, j'étais comme amputée d'une partie de moi-même. Je pense qu'aujourd'hui, je peux parler avec un minimum de recul de cette expérience, même si ma plaie est encore douloureuse, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas guéri totalement car je ne peux pas chanter la Reine de la Nuit. Mais en revanche, on peut dire que je suis guérie parce que je remonte sur scène quand même. Et je chante du Freddie. Conclusion de cette expérience, c'est que chanter, parler, et plus que simplement donner son avis sur quelque chose dans la vie, c'est presque, si j'ose dire, une nécessité. C'est un moyen de respirer. C'est la respiration de notre personnalité. Voilà. Alors, on va parler de chirurgie, là, mais on n'opère pas tout le monde. Et on n'opère pas, bien sûr. Alors, évidemment, on voit un larynx normal, on n'opère pas, mais même parfois, on voit des cordes vocales avec des particularités, avec des lésions, et finalement, on va pas forcément les opérer. Par exemple, voilà une rockeuse, 37 ans, qui a ressenti une dysodie. Une dysodie, dysphonie, c'est le trouble de la voix parlée, la dysodie, le trouble de la voix chantée. Et puis, voilà ce qu'on observe chez cette personne. Essayez un son un peu plus aigu. Et vous voyez, des cordes vocales, alors vous vous souvenez, celle que je vous ai montré avant, qui était bien blanche. Et là, vous voyez que le bord des cordes vocales est quand même très rouge. Oui. Elle a pas de laryngite à ce moment-là, pas de laryngite aiguë. Elle a un aspect inflammatoire de son larynx, qui est une laryngite par définition, mais qui là était plus une laryngite chronique. Et en fait, cette inflammation des cordes vocales plus cette raideur locale font penser que cette personne a de naissance une petite particularité de cordes vocales. Là, donc, ça gêne la vibration, ça inflamme ses cordes, et on peut très bien comprendre que sur 4-5 heures, je me souviens pas s'il y avait pas un peu quelques cigarettes qui passaient par là, eh bien, il y a une inflammation qui viennent rendre difficile le chant. Elle n'a pas été opérée, elle a été prise en charge par une orthophoniste très spécialisée dans la voix parlée et chantée, et elle a, à ma connaissance, à ce jour, jamais été opérée. Il y a aussi des éléments propres à chaque chanteur, hein. On va faire du cas par cas, en fonction des impératifs du chanteur, des programmes qu'il a prévus, la capacité de mettre en place dans le temps un arrêt de travail, parce que évidemment, une opération des cordes vocales, on va en parler, ça va être un arrêt de la scène pendant plusieurs mois. On voit, je crois, de temps en temps des gens qui sont opérés et qui reprennent 15 jours après. C'est pas du tout dans nos habitudes, et c'est même pour nous une erreur profonde, parce que le travail qu'on va faire en post-opératoire est une condition absolue de la réussite de l'intervention. Voilà, donc là, on est sous anesthésie générale. On commence toujours par ce qu'on appelle exposer les lésions, c'est-à-dire à saisir avec des micro-pinces, essayer de comprendre comment les lésions se présentent. Vous voyez que souvent, la mise en tension du larynx sous l'anesthésie générale fait que l'aspect des cordes est plus tout à fait le même que celui qu'on voyait lors de l'examen. Donc ça, il faut toujours y penser, et c'est toujours important d'avoir moi j'ai ce grand privilège depuis 25 ans d'avoir Bruno à mes côtés, qui a la vidéo préopératoire. Je peux regarder l'écran, je peux dire ah oui, en fait la lésion elle est plus étendue que ce que je pensais, etc. Et ce que j'expliquais je crois hier, voilà,
on a toujours tendance à en faire un peu moins au début, quitte à en reprendre ensuite, plutôt que d'en enlever trop. Eh bien, enlever trop, je touche du bois, ça ne peut pas arriver, mais enfin, si ça arrive, ça peut être catastrophique. Typiquement, les lésions là que vous m'avez vu opérer, je pense que quelqu'un qui est adroit avec un laser, de toute façon, il fait pareil, il saisit la lésion avec la petite pince, sauf que vous m'avez vu couper moi avec des ciseaux, et ben lui il fait un trait au laser, et en tout cas, il faut pas que le laser il passe trop près de la structure noble de la corde qu'on appelle le ligament, parce que s'il la brûle, ça peut couper, en enlever un bout de trop, quoi. Voilà. Oui, on peut le faire aussi au micro-instrument, de couper un bout de trop. Il est fondamental que le chirurgien ait une maîtrise de ce geste. Vous avez vu, si c'est moi qui faisais l'intervention, je suis sûr que d'abord les pinces au bout, vous verriez ça. Parce que ça ferait comme ça, voilà. Alors que Romain Pérouse, il tient son pince et ça bouge pas au bout, ça tremble pas. Et un coup de ciseau de travers, ça peut être aussi terrible qu'un coup de laser de travers. Il est important que le chirurgien maîtrise les instruments qu'il utilise. Au laser, est-ce que vous pincez aussi la corde comme ça? Oui. C'est la même chose, vous pincez. Le laser, ça coupe. Enfin, ça coupe en brûlant. Non, mais alors donc voilà, c'est pour vous expliquer quand même que toutes les chirurgies se valent pas du point de vue des risques, parce que dès l'instant où vous faites une incision comme ça et que vous disséquez un peu la corde en profondeur, il y a toujours un risque de réaction cicatricielle, c'est-à-dire que la corde va certes cicatriser, mais presque trop bien, et ça va donner une petite rigidité. Donc, il faut toujours se poser la question, est-ce que la rigidité que va entraîner mon intervention, elle va être quand même inférieure à celle qu'entraînait le kyste? Sinon, ça n'a pas de sens. Il vaut mieux rien faire. Vous voyez que le kyste peut être énorme. Il occupe toute une partie de la corde, et que voilà. Il faut qu'on s'interroge. Il est de notre devoir de professeur de chant de se cultiver, de s'informer de comment fonctionne le corps humain. On peut pas séparer ça. L'ostéopathie de la voix, ça va être de limiter, de réduire les tensions qui finalement contraignent le larynx, les cordes vocales. Et évidemment, il va falloir autant que possible que toute cette zone se régénère s'il y a des anomalies anatomiques. L'ostéopathie crânienne est surtout venue de Sutherland, qui, à partir de la plus grosse des méninges, qui fait un ballon crânien, a prouvé, démontré que les os s'imbriquaient les uns dans les autres et qu'ils avaient un mouvement permanent. Voilà, ce mouvement, c'est un rythme d'horloger en quelque sorte. Alors, le rythme qui est décrit par Sutherland, je fais une précision, il est fluctuant. Il l'appelait la marée. C'est-à-dire que le liquide céphalorachidien, du moins il l'a décrit comme ça, vient par pression repousser les structures osseuses. Et on sent ce rythme battre. Le mouvement le plus palpable, il se trouve ici au niveau du sacrum, qui va fléchir vers l'avant et reculer en arrière. En fléchissant, il va se tordre un petit peu sur l'avant. Il va faire ce qu'on appelle une flexion, qui se définit comme le resserrement d'un arc en mathématiques. Et ce mouvement est palpable partout dans le corps, quel que soit l'endroit. On sent ce mouvement qui a été comparé à la respiration, puisque quand on regarde une cellule vivante sur une lame de microscope, paraît-il, il y a un rythme qui fait que cette cellule va enfler et se rétracter sur un rythme qui est donné. Et quand il s'agit d'un tissu, donc toute une association de cellules, le rythme est le même pour tout le tissu. C'est ce qui nous permet d'avoir une action sur l'organisme en favorisant ce mouvement, en l'accélérant, ou quand il est délatéralisé, quand il y a un côté qui est plus rapide que l'autre, c'est comme une balançoire, quoi. Il faut pousser au bon moment ou retenir au bon moment pour avoir un équilibre latéralisé. Voilà, donc ça c'est notre moyen thérapeutique de pouvoir agir sur le corps en favorisant ou en défavorisant la circulation des liquides. Je donne un exemple parce que j'ai fait pas mal dedans. Quand je lève la jambe comme ça et que les chanteurs chantaient en même temps, donc c'est moi qui leur lève et que je tourne la jambe, en tournant la jambe, on a tout de suite un résultat sur la voix. Qu'est-ce qui se passe au moment où je fais ça? C'est ça que j'aimerais que vous expliquiez. C'est un exemple parmi des centaines en fait. Donc je tourne la jambe, ok, regardez. Voilà, on obtient une relaxation ici. Le psoas est imbriqué dans le diaphragme, dans la partie très très charnue,
très puissante du diaphragme. Donc ça se relâche ici. La coupole descend. Le médiastin se trouve relâché, donc le cœur et les gros conduits respiratoires et digestifs. Et du coup, la gorge se trouve relaxée aussi. Comment emmener le chanteur à créer un espace sacré, consacré, protégé à l'intérieur de lui, un espace où la faiblesse, la fêlure, soit le détonateur et seulement, uniquement le détonateur qui n'entrave pas la performance artistique mais qui la dope. C'est ça le problème. Vous avez vécu un truc horrible. Ça va nourrir votre interprétation. Mais le problème, c'est quand on va trop la chercher, qu'on va chercher son traumatisme, mais bon, au bout d'un moment, on est tellement ému, le système nerveux fait cric et on n'arrive plus à chanter. Voilà. Comment faire pour que le corps qui a subi divers traumatismes, divers handicaps, ou qui est encore totalement souple, réponde et obéisse au doigt et à l'œil à cette exigence au nom de l'art? Comment faire pour que le système nerveux, qui est notre système de survie, un système parasympathique, indépendant, qui assure notre survie au quotidien, réponde, obéisse au nom de la performance artistique? Telle est là notre mission quand on est coach vocal. Et on a beau avoir tous un ADN semblable. On a tous un larynx, un cerveau, des poumons, un corps. On a tous des circonstances de vie, une famille, un environnement. Ce qui fait que chaque performance artistique, à mon sens, peut résonner pour tous les êtres de l'espèce humaine, tout en étant unique. Ce début-là avec la mère, c'est pas du tout dans le sens, hein. La mère, elle pense que c'est dans le sens, évidemment. Heureusement qu'elle le pense, hein. Puis ça lui permet de parler. Mais l'enfant, le babil, la science, tout ça, il entend. Non seulement il entend, mais il a les yeux comme ça, etc. Et avant, il entend. Mais il entend quelque chose comme ça. Et on pourrait dire, je ne sais pas. Il entend quand elle lui dit, si elle lui disait ça, l'enfant, il va plutôt entendre ça. Il s'en fout, il est pas dans la compréhension. La compréhension, ça va apparaître beaucoup plus tard. Il va falloir qu'il rentre dans la langue de la famille, puis après la langue de la cité. Mais en rentrant là-dedans, il perd tous les phonèmes, là. Parce que là, tout au début, il y a les phonèmes de toutes les langues dans la voix maternelle. La mère ne le sait pas. Et après, il va falloir qu'il rentre dans une langue où il y a des phonèmes particuliers, qui fait quand on parle anglais, on parle comme ça, etc. Au départ, c'est ça la jouissance. Il y a une richesse considérable. Et je trouve que l'opéra, c'est fait pour ça, pour rendre compte de cette, enfin, l'opéra. On peut aussi parler du concert, mais je connais moins bien. C'est pour rendre compte de cette richesse qui est, je dirais même pas en nous, qui se chante, quoi, qui se jouit, quelque chose comme ça, qui est de l'ordre de la vie. On parlait ce matin de ce qui était objectivable, plus ou moins, hein. Jean-Marie G aussi dit ce qui était objectivable, mais quand même pas forcément évident. Et mes deux collègues qui ont parlé ce matin de la façon dont la médecine prend le soin du fait qu'on est un corps quand on est malade. On est un corps. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que d'avoir un corps? C'est-à-dire de pouvoir le sculpter. Comme dirait Giacometti, et comment on peut arriver comme ça, il parle des têtes, mais on veut parler de quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui fait comme ça qu'on n'arrête pas de revenir là-dessus? En sachant que ce qui compte, évidemment, c'est l'expérience, hein. C'est pas ce qui est écrit dans les bouquins. C'est l'expérience de chacun. C'est la clinique, comme on dit, hein, en médecine, hein. Pour autant que la musique, c'est nous. Elle est en nous, la musique. Ça veut pas dire du tout qu'on peut la produire ou qu'on veut la produire parce qu'on en a peur. C'est-à-dire qu'un son, c'est quoi? Hein? C'est-à-dire qu'un son, c'est une richesse harmonique extraordinaire si on est capable d'entendre, enfin bien sûr de le produire, et d'entendre cette richesse harmonique. Et le tempo, c'est de ne pas aller trop vite pour qu'on puisse l'entendre. Ce que je pense, c'est que quand on pratique le chant à un niveau professionnel, on accumule les contraintes. Et quand moi, je suis sur un plateau où je dois chanter, en fait, je suis plus du tout occupée avec ma technique. Je suis occupée à supporter l'ambiance d'une troupe, supporter la lumière, supporter ce que le metteur en scène me demande de changer 50 fois, supporter que aujourd'hui je suis malade et demain je suis pas malade. Je suis entourée de contraintes et le magnifique de l'art en fait, c'est on est tellement en maîtrise de sa technique vocale et c'est d'être dans la jouissance. Je vais prendre le mot de Jean, d'être dans la jouissance alors qu'on est plein de contraintes. Je pense que malgré toutes les entraves, c'est-à-dire oh là là, je dois prononcer l'italien comme ça, oh là là. On m'a demandé piano ici. Oh là là, le son doit passer l'orchestre, attention. Oh là là, mon ear ne marche plus, je n'entends plus la bande son pour chanter. Eh ben, en fait, moi, ça m'est arrivé, tout ça, ça m'est arrivé. Et en fait, en gros,
c'est que on doit pouvoir être quand même dans la... Ce qui marche et ce qui fait que ces chanteurs sont des stars, pour beaucoup, c'est qu'ils sont quand même dans la jouissance alors qu'il y a tout qui est bordel autour. Moi, c'est comme ça que je le sens. Un chanteur professionnel, c'est du risque tous les jours. Faut être prêt à prendre l'avion tous les 2 jours, faut être prêt à plein de trucs. Oui, il faut être prêt à chanter malade, à avoir peur. C'est un truc où on nous juge sur une onde, hein. On nous juge sur un... Et en fait, chaque soir, on doit prouver au public qu'on est bon. Pendant toute la présentation précédente, on a vu un champ opératoire minuscule, 2-3 centimètres, beaucoup plus petit que celui des dentistes. L'ostéopathie a pour vocation, au contraire, de considérer le corps dans son ensemble. Et évidemment, ce corps que l'on considère, c'est à travers des lésions. On appelle ça lésion aussi, nous, dans notre jargon. C'est le mot anglais, hein, ça signifie que quelque chose ne va pas, ça signifie qu'il y a une dysfonction. Ça signifie pas que quelque chose est déchiré ou exige une cicatrisation. C'est une autre façon d'aborder. On aborde la dysfonction, donc. Alors, ce corps que l'on aborde est un moyen de communication, en fait. C'est ce qui nous permet d'être identifiés et de communiquer les uns avec les autres. Cette communication est un petit peu particulière dans la mesure où il s'agit de la voix chantée, parce que ça fait intervenir la notion d'esthétique. C'est-à-dire que cette communication, à travers une distance entre 2 personnes, ou entre une personne et d'autres, ou entre un groupe et un autre, ça va se faire à travers une distance, et cette distance doit remplir l'espace qui contient les interlocuteurs. Dans cet espace, il faut, pour un chanteur, provoquer une émotion esthétique, provoquer une réaction qui est au-delà de la communication simple. C'est pas seulement la voix parlée, c'est une signification qui peut également être vecteur d'émotion, mais la voix chantée, c'est on attend quand on est public, quand on est spectateur, on attend d'être l'effet de ce qu'on écoute. Voilà, ce chant doit pouvoir nous prendre l'espace tout entier. All right. Perdre sa voix, ce n'est pas juste perdre le chant, c'est perdre son chant intime. C'est perdre le moyen de communiquer avec sa vibration intérieure, ses oscillations internes comme quand je suis heureuse, quand je suis triste, quand je suis angoissée. Comment vivre quand on n'a plus le moyen de s'exprimer? Mes cordes vocales qui étaient mes fidèles serviteurs pendant des années, sur scène comme dans la vie, étaient désormais bâillonnées, handicapées. Ma tristesse infinie, je précise, venait non seulement de la perte de l'opéra, mais de la perte de cette musique intérieure, une musique qui n'aurait plus jamais de public. Quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser, sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Le défi pour moi, en tant que chanteuse muette, une fois que des vibrations revenaient dans ma gorge après beaucoup de rééducation et d'énervement et de pleurs, le défi fut avec cette voix accidentée, casser, comme on aime à me le rappeler, cette voix rigide, cette voix totalement imparfaite. Le défi était de m'habituer à ce corps qui me paraît étranger, désormais que j'ai eu mon accident, et de le transcender pour rechanter avec autant de nuances et autant de palettes, avec fidélité, la musique qu'il m'était donné de chanter. Je me devais de retrouver ma fulgurance. J'ai eu un accident et je dois retrouver ma fulgurance. Et c'est comme dans toutes les épreuves de la vie, je parle même pas du chant. Là n'est pas le moment de faire un cours de chant, car j'aurai pas assez de temps.
Mais j'aimerais juste que mon intervention ait servi à vous éveiller sur les conséquences de l'usage d'un certain vocabulaire et de certaines notions techniques à mauvais escient qui peuvent abîmer des êtres vivants. Voilà, la conclusion, c'est que je suis une chirurgie de la corde vocale, ça veut pas dire la fin de la carrière du chanteur. Bravo! Oui. Bravo! Bravo!